Resuming debate, l'honorable député de Trois-Rivières. Merci, Madame la Présidente. Et je vous avoue bien humblement qu'avoir la chance de prendre la parole sur un projet de loi aussi important est un véritable honneur. Cependant, quand vous le faites à plusieurs reprises, il y a lieu de se demander s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Je me rappellerai toujours ma première responsabilité confiée par le regretté Jack Layton au moment de ma première élection, qui me nommait aux langues officielles. Et je découvrais toute l'énergie, toute la motivation de ces francophones qui vivent en situation minoritaire partout à travers le Canada pour la défense de leurs droits. Moi qui venais du Québec, où le français est relativement bien établi, jamais assez sécurisé à notre goût, mais quand même, je découvrais là deux poids, deux mesures pour lesquelles j'ai toujours eu envie de me battre. Néanmoins, je profite de l'occasion pour saluer le travail de mon collègue de Drummond qui s'assure que la cause pour laquelle Yvon Godin, ancien député d'Acadie Bathurst pendant 17 ans en cette Chambre, si ma mémoire ne me trompe pas, eh bien, faire en sorte que cette fois-ci soit la bonne et qu'enfin ce projet de loi trouve sa concrétisation. Le NPD a toujours fait sien ce combat. Je n'hésite pas à parler de combat, puisqu'après autant de tentatives où le bon sens n'a pas prévalu, il faut parler d'une véritable lutte pour que le respect voué aux deux langues officielles de ce pays devienne une réalité. Pas moins de 3 projets de loi avant celui-ci ont été déposés par le NPD afin que la loi sur la Cour suprême impose la compréhension des langues officielles comme critère de sélection des juges. Et vous me permettrez très personnellement de dire que déjà, je considère que c'est un amoindrissement sur mes positions fondamentales. Pour moi, un poste aussi névralgique dans la démocratie canadienne et dans notre système judiciaire par-dessus tout nécessiterait beaucoup plus que la compréhension, mais un bilinguisme parfait. Mais disons que chacun des juges de la Cour suprême puisse entendre les plaidoiries avec toutes les subtilités, ce serait déjà un départ extraordinaire sur lequel, en 3 projets de loi, on n'a pas réussi à s'entendre. En 2008 et en 2010, les projets sont morts au feuilleton par le déclenchement d'élections. On peut toujours dire le sort en a voulu ainsi, bien qu'on sait aussi que parfois le déclenchement d'élections est précipité pour faire en sorte que des projets de loi puissent mourir au feuilleton, mais je ne porte pas de jugement ce soir. En 2014, cependant, ce sont les conservateurs qui n'avaient pas trouvé de bien fondé à ce projet de loi et l'avaient tout simplement rejeté. Alors, espérons que cette fois-ci, la pensée chemine et que tout le monde verra la lumière. Parce que C-203, c'est rien de moins qu'une question de respect, car derrière la langue, il y a surtout les gens qui la parlent. Ces citoyens de partout au Canada qui vivent plus souvent en situation minoritaire, exception faite du Québec, comme je le disais. Car, est-il besoin de le mentionner, exiger la compréhension des 2 langues officielles pour un juge, c'est exiger la connaissance du français. Sauriez-vous me trouver un juge francophone qui ne soit pas capable de comprendre l'anglais? Bonne chance, posez la question, c'est y répondre. Alors imaginons un anglophone devant se défendre devant la Cour suprême qui serait composé uniquement ou très majoritairement de juges unilingues francophones. Et vous comprendrez ainsi le malaise que vivent les francophones de ce pays quand ils se présentent à la Cour suprême. Bien sûr, vous me direz, la traduction simultanée existe, ce qui est un fait. Cette interprétation, nous en faisons l'expérience à la Chambre des communes et en comité pratiquement quotidiennement. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour souligner à grands traits la qualité des services qui sont offerts à la Chambre et dans les différents comités. Cependant, nous sommes à même de mesurer également les limites d'un tel procédé devant les subtilités de la langue de Molière ou de celle de Shakespeare. On se plaint parfois de la mauvaise traduction d'un roman qui ne reflète pas tout à fait les subtilités du roman original et on se dit « Ah,
la traduction est mauvaise, mais le roman, dans sa langue originale, était tellement mieux. Alors imaginez, quand on parle de traduction d'un roman, c'est qu'on a le temps de faire les choses. Nos interprètes font ça en temps réel. Et je vous dirais même que, à l'occasion et dans les deux langues officielles, il arrive assez fréquemment que des députés en cette Chambre utilisent des formulations très familières dans l'une ou l'autre des langues, juste pour voir comment les interprètes vont traduire la chose, ce qui fait plutôt office de blague que de sérieux, mais qui en même temps nous permet de voir quels sont les points communs sur les expressions dans les deux langues. Mais lorsqu'on parle du plus haut tribunal de ce pays, je pense que l'heure n'est plus aux blagues. Alors, les propos ici échangés, bien qu'importants, n'ont pas cette notion de dernière chance que constitue un recours à la Cour suprême, dernière instance judiciaire de notre système légal, faut-il le rappeler. Lorsque la Cour rend un jugement unanime, 9-0, peu importe en faveur ou en défaveur, on peut bien imaginer que la traduction n'a pas constitué un problème et que tout le monde avait la même lecture des événements, mais imaginons un jugement rendu à 5 contre 4. 5 contre 4, particulièrement si c'est 5 contre 4 qui vous sont défavorables et que vous avez le sentiment de ne pas avoir été entendu et compris dans votre langue maternelle ou dans votre langue première, eh bien là, je pense qu'on a un problème de fond. Sans compter que le français est une des deux langues officielles, pas la deuxième, deux langues officielles sur un pied d'égalité. De plus, au niveau juridique au Canada, on doit parler de bijuridisme. Voilà, j'ai toujours de la difficulté avec ce mot. C'est-à-dire que les lois sont rédigées dans chacune des deux langues officielles et elles ont leur vie propre. Il n'y a pas une langue dans laquelle on écrit les lois et une langue dans laquelle on les traduit. Les deux langues et les deux écritures fonctionnent en parallèle pour ce qu'elles ont de meilleur. Si le principe du bilinguisme a été reconnu et imposé aux agents de la Chambre grâce au travail soutenu, je le rappelle, d'Alexandrine Latendresse, une ancienne députée du NPD, à plus forte raison, il m'apparaît que cette Chambre manque de conviction et de cohérence en n'adoptant pas la même mesure pour les juges du plus haut tribunal du pays. Espérons que cette fois-ci, nous parlerons d'une même voix pour reconnaître que nous avons tardé à agir et qu'il est plus que temps de régler ce problème. Madame la Présidente, je me permettrai aussi de vous dire que les temps ont bien changé. Le jour où il était de mise d'inscrire dans son curriculum vitae que nous étions bilingues, pensant par là se démarquer avec une compétence extraordinaire, est tout à fait révolu. Posséder les deux langues officielles au Canada est une compétence de base. La plupart des employeurs vous le diront lorsqu'ils regardent un certain nombre de CV et cherchent le meilleur candidat ou la meilleure candidate. Ce qui est un atout maintenant, c'est d'être polyglotte. Après le français et l'anglais, on vous demandera quelle est votre troisième langue, quelle est la quatrième langue que vous maîtrisez. Là, ça devient un atout. Mais être bilingue au Canada, c'est comme un outil de base. Aujourd'hui, je le dis, le bilinguisme constitue donc un outil de base pour tous. Être polyglotte marque encore l'imaginaire peut-être et constitue une compétence de plus en plus recherchée. Alors, prétendre qu'on ne saurait, dans certaines provinces ou certains territoires, trouver un ou une juge compétente qui soit bilingue est un argument qui ne tient tout simplement plus la route. De toute façon, de mon point de vue, il n'a jamais tenu la route puisque l'on parle d'une compétence nécessaire pour postuler sur cet emploi à la Cour suprême. Combien d'emplois ai-je moi-même rêvé de postuler ou d'avoir un jour et pour lesquels je me suis résigné parce que ou bien je n'avais pas la compétence ou bien je n'avais pas le désir d'investir les efforts nécessaires pour obtenir ces compétences. Alors à tous ceux qui rêvent un jour de terminer leur carrière en droit par un siège à la Cour suprême, je dis prenez conscience que cette compétence est maintenant un incontournable au Canada et en ce sens, je m'arrêterai ici, Madame la Présidente, parce que je vois que mon temps est écoulé, mais
et je remercie encore une fois le député de Drummond de maintenir la lutte.